nom de la Sun Life Québec, me fait plaisir de vous accueillir ce soir. Merci de vous joindre à nous pour parler santé mentale. Mon nom est Martin Hainaut et je serai modérateur ce soir pour ce panel extraordinaire. De mon côté, je suis président de l'organisme Relief, qui s'appelait anciennement Revive, qui vient en aide les gens atteints d'anxiété, de bipolarité et de dépression. Et je suis moi-même une personne qui vit avec l'anxiété, la dépression et la bipolarité. C'est un chemin de vie qui m'a suivi toute ma vie. Je suis un entrepreneur dans les milieux événementiels et technologiques depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai eu la chance de travailler beaucoup à travers le monde, dans plus de 80 pays à travers le monde. Puis la réalité, c'est que j'ai compris que la santé mentale n'était pas nécessairement ce qui me définissait, mais bien quelque chose qui me permettait de me définir différemment que qu'est-ce que la société me disait. Et c'est pas ça qui me limite nécessairement, mais c'est ça qui me permet d'avancer constamment et d'être une meilleure personne. Parce que bien sincèrement, je considère que je suis une bien meilleure personne aujourd'hui avec tout ce que j'ai appris sur ma santé mentale que je l'étais dans le passé. Puis la réalité de la santé mentale, c'est une crise qui existe depuis de très nombreuses années. C'est une crise qu'on vit avec malheureusement depuis beaucoup trop longtemps parce que des tabous qui existent en société ont fait en sorte qu'on a eu peur d'en parler. Mais la réalité, c'est qu'on ne doit pas avoir peur de parler de santé mentale. Autant que si on se brise un bras puis qu'on a un plâtre, on n'en est pas gêné. Mais la réalité, c'est que le cerveau est un organe et le corps humain au complet, c'est un mix d'organes et de vaisseaux sanguins qui font en sorte qu'on vit, qu'on est qui qu'on est. Puis c'est pas normal de penser que parce qu'on se sent pas bien, que ça, c'est pas correct, mais le fait d'avoir mal à un bras, c'est correct. Puis, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un enjeu de santé mentale ou de frapper la maladie mentale. C'est pas parce qu'on l'a pas vécu toute notre vie qu'un jour, ça pourra pas arriver. Puis, c'est quelque chose qui augmente malheureusement de plus en plus à chaque année. Puis, clairement, la pandémie, la COVID-19 nous a fait réaliser à quel point que la santé mentale devient une priorité plus que jamais. Et on voit une augmentation de mois en mois assez malheureusement significative en demande en santé mentale. Chez Relief, on a vu une augmentation de 30% d'année en année des demandes d'aide et malheureusement, les jeunes en vivent plus des conséquences. Imaginez-vous que vous êtes pris à la maison à 16, 17, 18 ans avec vos familles sans être capable de sortir et l'effet que ça aurait eu sur vous à ce moment-là si vous repensez, si vous êtes plus âgé et si vous êtes jeune, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer justement de quel point que ça change vos vies actuellement, ce que vous vivez. Puis c'est vraiment pour ça qu'on est là ce soir. On est rendu à plus d'un an de vivre avec la situation COVID. C'est une situation unique qu'on n'aurait jamais pensé vivre. Je veux dire, moi-même, travailler dans les événements depuis très longtemps, je n'aurais jamais pensé d'arriver à un moment où le gouvernement allait nous dire non, arrêtez, et ça n'existe plus. Je n'aurais jamais pensé vivre un couvre-feu au Québec. J'ai vécu ça ailleurs dans le monde, mais au Québec, je n'aurais jamais pensé frapper ça. Puis, on a tous frappé différents moments de solitude, d'ennui, de moments où on s'est dit « Wow, comment je vais faire pour passer à travers ça? » Le moment qu'on a décidé de vouloir acheter une maison dans les Laurentides ou en Estrie ou ailleurs en se disant que c'est le temps justement de changer notre rythme de vie et qu'on était inquiet pour nos proches, pour nos familles. Et moi-même, je me suis posé souvent des questions par rapport à mes parents qui étaient dans les tranches d'âge, qui sont dans les tranches d'âge qui sont problématiques avec la COVID. Puis, naturellement, les jeunes avec l'école à distance, mais ça comporte des défis qu'on n'aurait jamais pensé. On a de la misère, même comme adulte, de rester devant un Zoom pendant 1 heure, 2 heures. On demande à nos jeunes de le faire littéralement tous les jours, 4, 5, 6, 7, 8 heures par jour. C'est quelque chose qui amène vraiment son lot de défis, puis on est là ce soir pour en parler, puis amener des solutions concrètes. Puis ce soir, vraiment, ce qu'on va faire le plus, c'est de célébrer notre résilience à tous et toutes. Qu'est-ce qu'on a vécu depuis le début de la pandémie? Qu'est-ce que ça nous a permis d'acquérir? Mais c'est l'espoir de justement avancer. Puis personnellement, j'espère vraiment que la pandémie va nous avoir donné un wake-up call collectif sur le fait que la santé mentale ne peut plus être une 12e priorité, mais bien quelque chose qu'on met de l'avant et quelque chose qu'on est tous fiers de vivre et de comprendre. Je vous invite tout au long des échanges de poser vos questions aux panélistes. On a un module de questions qui apparaît à droite de votre écran et on vous invite sincèrement à participer parce qu'on n'est pas là simplement pour vous présenter, on veut vraiment échanger avec vous ce soir. Sans plus tarder, je me tourne maintenant vers nos panélistes de la soirée pour débuter les discussions. J'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir Jean-Nicolas Véraud et Mia Véraud. Également, Eliane Gagnon, Petrona Joseph et Daniel Sauvageau. Donc, bonjour à tout le monde. Vraiment content d'être avec vous ce soir.
Et juste pour commencer, avant qu'on commence avec les discussions, est-ce que quelqu'un qui aimerait partager quelque chose, quelques secondes avant qu'on commence les questions? Merci. Petrona ou Eliane? Un simple merci pour cette initiative-là. C'est vraiment super. On en a besoin. Donc, moi, je veux juste vous dire merci. Tout à fait. Ce que je vous souhaite à tous et toutes d'en sortir avec quelques trucs, quelques idées, mais surtout de comprendre que qu'est-ce que vous vivez, vous n'êtes pas en isolation de le vivre et que c'est possible de vivre une vie active, une vie heureuse, peu importe qu'est-ce qu'on vit avec en santé mentale. Je suis dyslexique, je suis bipolaire, je vis avec l'anxiété et la dépression, je suis TDAH, j'ai accumulé des diagnostics à travers les années, mais qui ne m'ont pas limité, qui m'ont permis d'avancer. Puis justement, pour recommencer sur la discussion, Jean-Nicolas, Mia, vraiment content d'être avec vous ce soir. On est super content d'être là. Et pour ajouter à ce que tu disais, vraiment, chaque occasion qui nous permet d'être capable de démarginaliser ces situations-là, d'en parler le plus possible. Je pense que ce qui est profondément difficile aussi dans tout ce qu'on vit et dans tout ce que ces gens-là vivent, c'est de se sentir seul ou se sentir isolé. Fait que le fait de savoir qu'on vit tous quelque chose de particulier et qu'on a tous nos défis, déjà ça, c'est immensément rassurant. Fait que bravo à cette initiative-là ce soir. Définitivement. Puis bravo à vous deux. Vous êtes deux porte-parole de la Fondation Jeunes en Tête, une fondation que j'adore et qui travaille à supporter l'anxiété, aider à supporter l'anxiété et la dépression chez les jeunes, notamment le milieu scolaire. Je suis content aussi de voir que Sun Life est partenaire de Jeunes en Tête depuis longtemps. Puis que 2 élèves sur 10 d'élèves au secondaire reçoivent des diagnostics d'anxiété, de dépression, de troubles alimentaires, ce qui est malheureusement trop. Puis j'ai le mauvais feeling que c'est même plus élevé à travers ce qu'on vit actuellement avec la COVID. Puis Mia, tu fais partie justement de ces élèves qui ont eu ce genre de diagnostic-là. Tu vis avec un trouble d'anxiété généralisée. Peux-tu nous expliquer un peu plus c'est quoi puis comment tu le vis toi dans ton quotidien? Pour moi, l'anxiété, c'est pas quelque chose qui m'arrête, c'est quelque chose avec quoi je vis, évidemment. Moi, c'est surtout, ça se vit en mal de ventre, mal de tête. C'est souvent, je me sens malade, mais je ne le suis pas. Au courant des années, j'ai réussi à tranquillement apprendre comment le gérer, me parler, le contrôler. Mais avant, pour moi, c'était beaucoup plus difficile de me rendre à des places, d'aller à l'école. D'être avec les jeunes de ton âge. D'être avec les jeunes de mon âge. Pour moi, faire du sociable avec les gens de mon âge, c'était une grosse affaire. C'était très, très stressant pour moi. Mais c'est ça, comme je dis maintenant, j'ai moins de difficultés à... Mais en fait, tu dis que ça ne t'a pas arrêté, mais ça t'a beaucoup arrêté longtemps. Oui, ça t'arrête encore dans longtemps, diverses situations, je pense. Mais ça dépend vraiment de la situation, en fait. Les nouveautés, l'apprentissage, le sociable, c'est des choses qui me stressent beaucoup. Mais tout ce qui est côté plus amusant et comment je pourrais dire ça? Mais mettons, quand tu sors de ton quotidien, c'est ça qui est difficile. Oui, c'est ce qui sort de l'ordinaire ou de ma routine qui vient plus me rendre anxieuse. Oui. Oui, puis elle est assez polie parce que des situations où vraiment elle n'était pas capable du tout, elle était complètement gelée, incapable de fonctionner, surtout vrai. Incapable de fonctionner en société, en fait. Ça, c'est beaucoup avec les jeunes de son âge. Je peux comprendre. Puis moi-même, à ton âge, je me cachais à chaque fois qu'il y avait une présentation à faire ou que j'étais dans un contexte qui était plus difficile pour moi à comprendre. Puis j'étais incapable d'en parler. Même, ça m'a pris des années et des années pour être juste capable de mettre les mots sur ce que je vivais. Puis je suis curieux de ton côté, c'est quand est-ce que tu as été capable justement de comprendre ce que tu vivais puis d'en parler un peu plus ouvertement? Moi, l'anxiété, c'est vraiment développé au départ avec, comme je disais, les mal de ventre. Ça m'empêchait de manger, fait que ça a créé un trouble alimentaire. Puis c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait quelque chose de pas correct, évidemment. Puis mes parents, ils se sont dit, là, on va aller voir quelqu'un, on va faire quelque chose. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était tout le stress et l'anxiété qui créaient cette grosse affaire-là. Mais, elle a quand même passé 3 mois à l'hôpital aussi. Oui. C'est sûr que là, il y a une grande conscientisation de sa part qui s'est créée aussi. Le fait qu'elle était en relation avec plusieurs intervenants pendant ces 3 mois-là. Elle n'était pas à la maison du tout. Donc, elle était très isolée avec ces gens-là.
Fait que c'est là qu'elle a commencé, je pense, à développer des outils, en fait. Oui, beaucoup d'outils, puis surtout que j'étais moins avec ma famille, puis puisque j'étais à l'hôpital, il y avait moins de choses il y avait moins d'activités, moins de nouveautés. C'est vraiment être à l'hôpital, c'était la même routine tous les jours. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai créé mes trucs quand je suis seule, vraiment. J'étais seule dans ma chambre d'hôpital, puis c'est là que j'ai fait. Quand je suis stressée, je pourrais faire ça. Puis j'ai vraiment commencé à comprendre ce qui se passait, puis j'ai vraiment commencé à trouver des trucs pour m'aider à ce moment-là. Ouais. Et justement, si tu regardais Mia qui rentrait à l'hôpital la journée que tu avais rentré à l'hôpital, est-ce que tu as un conseil à dire à cette Mia-là, mettons quelqu'un qui nous écoute qui vivrait ça actuellement, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais leur dire qui t'aurait aidé toi à ce moment-là? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est surtout respirer. C'est vraiment le meilleur truc. C'est respirer. Ça a l'air vraiment ridicule, là, mais souvent, quand on est dans une situation comme ça, on se dit « Oh mon Dieu, mais si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Non. » Puis on en rajoute. Il faut s'arrêter puis se dire « Hey, ça va être correct » puis respirer. C'est vraiment mon meilleur truc, sincèrement. Parce que tu penses que tu vas mourir. Oh mon Dieu. Non, c'est vrai, des fois, je dis ça. Elle est morte souvent, Mia. Oui. Elle est revenue régulièrement. Elle est morte souvent. Elle a eu beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Mais quand elle s'arrête pour respirer, elle se rend compte qu'elle est encore vivante. Ça a l'air niaiseux. Mais c'est vrai. Des fois, je vais mourir, mais non. Vraiment... Je comprends ça. J'ai été littéralement en Barbade, en vacances, et j'ai fini en ambulance à l'hôpital pensant que je faisais une crise cardiaque, à m'engueuler avec les médecins disant que je faisais une crise cardiaque. Et puis eux me disaient « Non, t'en fais pas une ». Et là, ils faisaient venir spécialiste après spécialiste de plus parce qu'ils commençaient à douter que je faisais une crise cardiaque tellement que moi, j'étais convaincu. Et j'ai perdu connaissance, j'ai perdu la vue, il n'y a rien qui m'est pas arrivé. Je disais que ça se peut pas que ça soit vraiment lié à l'anxiété, puis il n'était pas équipé du tout pour dealer avec ça. Mais bon, j'ai appris, moi, je pense que c'était un de mes moments où j'ai réalisé qu'on a beau le vivre physiquement, mais ça se peut que ça soit autre chose que du physique. Je dirais que la grande qualité de Mia qu'elle a développée jeune, que moi, écoute, j'avais pas ça dans mon temps, elle a fait un chemin énorme, c'est d'être capable de le dire maintenant aussi. Oui, c'est vrai. Ce qu'elle n'était pas capable de faire avant. Maintenant, elle verbalise très rapidement ses anxiétés, ses maux, ses problèmes. Mais c'est surtout ça, c'est une grande force, sincèrement. Moi, ça m'épate. Ça m'épate parce que je n'étais pas un enfant comme ça. J'avais des anxiétés comme Mia, mais je gardais ça en dedans. J'ai gardé ça en dedans longtemps, en fait, très longtemps. Puis Mia est capable rapidement de nous dire que ça ne va pas bien, qu'elle ne se sent pas bien. Fait que ça, je trouve que c'est un outil qui est excessif. C'est comme au départ, comme moi, pour certains, au début, c'est vraiment inconnu. En fait, ils pensent seulement qu'ils ont un mal de ventre, d'indigestion ou qu'ils paniquent parce qu'ils sont malades. Fait que c'est pour ça que pour d'autres, c'est plus difficile d'en parler parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Tout à fait. Capable de grâce à la fondation, justement, plusieurs personnes vont pouvoir mettre le doigt dessus et se dire « Ah, c'est ça qui se passe, là, je peux en parler. » Donc, oui. Ça acquiert avec le temps. Puis, Jean-Nicolas, toi, comme parent, est-ce que tu as un conseil à donner aux parents qui vivent avec un enfant qui... Parce que souvent... Vas-y. Non, j'allais dire... J'aimerais ça entendre ce que tu allais dire. Après ça, souvent, J'allais dire, souvent, les parents qui n'ont pas vécu des troubles d'anxiété ou de dépression puis qui voient un enfant qui vit avec ça, c'est plus dur à connecter. Mais tu viens de dire que toi, tu as déjà vécu ça. Mais est-ce que tu as un truc à donner à un parent, justement, qui n'aurait pas vécu ça? Tu as raison. Il y a quand on n'est pas à l'écoute ou qu'on banalise ces choses-là, qu'on a l'impression que ça va passer, quand on voit un enfant qui a des anxiétés, des symptômes, des maux de ventre, qui a de la misère à l'école, puis ça se reproduit matin après matin. Puis à un moment donné, je peux comprendre les parents au départ de dire, ben là, c'est normal, c'est sa première journée à l'école, ça va finir par passer. Mais effectivement, le fait de l'avoir vécu, j'ai peut-être été plus sensible à ça. Mais ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est d'être à l'écoute sans paniquer, mais d'être à l'écoute de ces signes-là puis de parler le plus possible avec leur enfant. Tu sais, nos enfants, on a des vies de fous, puis nos enfants sont beaucoup à l'école. Certains parents vont les chercher au service de garde à 6h30, 7h moins quart le soir, ils repartent le lendemain matin. Puis on dirait qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter puis de discuter avec nos enfants pour savoir comment a été la journée, mais puis de prendre en considération ces signes-là. Ça ne veut pas dire de virer fou, ça ne veut pas dire de penser absolument que notre enfant a quelque chose d'incroyable parce que ça fait 2 jours qu'il a de la misère à aller à l'école. Mais souvent, ces signes-là, c'est avant-coureur d'autres choses, c'est-à-dire que c'est précurseur d'autres choses, puis ça peut s'envenimer. Fait
à part d'être à l'écoute, puis une fois qu'on est capable de déceler certaines choses, puis d'en parler beaucoup, si on est en couple, bon, des fois on est monoparental, on ne peut pas, on a juste nos enfants qui jasent, on parle à des amis, mais à un moment donné, ça a l'air niaiseux, mais c'est de prendre en note ces petites choses-là, puis après ça, si on sent que nous, on n'a pas de réponse par rapport à ça, c'est tout de suite peut-être appeler un professionnel, en fait. C'est de se monter des équipes rapidement aussi. Tu sais, des fois, on laisse traîner des choses, puis on fait, mon Dieu, on aurait peut-être dû intervenir il y a 2 ans, mais il n'est jamais trop tard. Mais c'est justement de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Si l'école n'a pas trop de réponses, comment se comporte mon enfant à l'école, c'est d'appeler ailleurs, c'est de trouver de l'aide à un autre endroit, puis de parler, de prendre... nous autres, on prenait des notes. Tu sais. À un moment donné, on faisait une rétrospective la semaine, puis on disait, bien, Mia, lundi, elle était comme ça, mais elle était comme ça mardi, mercredi aussi. Puis as-tu vu, jeudi, il y a ça de plus qui est arrivé. Fait qu'à un moment donné, c'est parce qu'on oublie. Tu sais, des fois, il s'agit d'une journée ou 2 où ça va bien. Puis on dirait que tu oublies les 6 jours où ton enfant n'a pas bien été. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est de faire une espèce de listing de tout ça, puis de prendre ça en note, puis de un moment donné, être capable d'en parler, puis d'aller chercher de l'aide assez rapidement aussi, parce qu'il y a quand même des gens compétents qui sont là à un moment donné pour nous aiguiller. Puis ça, c'est effectivement. Ouais. Donc, je pense qu'il ne faut pas... Mais tu sais, jaser avec nos enfants, moi, je reviens toujours à ça. Nous autres, on avait toujours, juste pour terminer avec ça, on avait une petite tradition à la maison, c'est quand les enfants reviennent de l'école puis qu'on s'installe pour souper, on fait toujours un tour de table pour savoir comment s'est passée la journée. Mm-hmm. Fait que c'est quoi ton point positif de la journée puis ton point négatif? Ce que tu as aimé le plus, ce que tu as aimé le moins? Fait qu'on garde ça simple, mais en même temps, les enfants, ça, j'ai pas aimé ça parce que. Qu'est-ce que tu as aimé? Ça, j'ai aimé ça parce que. Mais c'était au moins d'entrer en communication avec nos enfants. C'est de ne pas dire on est fatigué, il est rendu 7 heures, je suis prêt à parler avec mes enfants, j'ai hâte de les coucher. C'est de se garder ces plages horaires-là où on peut jaser. Ça change vraiment quelque chose dans la famille. Mm-hmm. Ah, effectivement. Mia, une question d'audience rapidement. À quel âge que toi, tu as pris connaissance de ce que tu vis? Oh mon Dieu, quel âge que j'ai pris connaissance de ce que je vis? Ça a toujours été, en moi, ça a toujours été une question, mais au moment où j'ai vraiment réalisé, d'après moi, c'est autour de mes 10 ans, je dirais. C'est quand là, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup plus de difficultés que les autres. Puis, quand on était encore jeune, on ne sait pas encore trop c'est quoi. Mais quand on se rend en 3e année, 4e année, puis qu'on se rend compte qu'on est vraiment différent des autres, c'est là qu'on voit la différence puis qu'on vient chercher les réponses. On est allé consulter des spécialistes rapidement aussi. Elle a commencé une thérapie jeune, elle a rencontré des professionnels, on a une thérapie familiale. Fait que ça l'a aidé beaucoup à mettre le doigt dessus aussi, plus jeune que peut-être la normale. En fait, effectivement. Ouais. Mm-hmm. Merci beaucoup, Mia et Jean-Nicolas. Maintenant, j'aimerais parler avec Eliane avant de revenir à vous. Et merci beaucoup, Mia, d'être là, sincèrement. C'est tout à ton honneur de faire tout ce que tu fais pour la santé mentale et j'apprécie beaucoup que tu sois avec nous. Merci. Bonsoir, Eliane, ça va bien? Salut, ça va toi? Vous? Oui, tout à fait. Moi, non, s'il te plaît, je n'ai pas atteint l'âge de vous voyez. Ah, vous, oui. Eux, tu peux les vous voyez. Moi, non. C'est correct. Donc, Eliane, de ton côté, tu as fondé Sober Lab, qui est une plateforme numérique pour faire la promotion de mode de vie sain et sobre grâce à du contenu, des outils et une communauté pour échanger. Tu as aussi écrit un livre qui est intitulé Carnet de fuite, où que tu parles de ton ancienne vie, ta vie de party, de drogue, d'alcool, que c'est ce qui faisait partie de ton quotidien. Et récemment, tu as aussi écrit un livre qui s'appelle La sobriété, qui est plus un genre de guide pratique. Et d'ailleurs, tu as célébré récemment tes 5 ans de sobriété. C'est vraiment, félicitations, c'est vraiment extraordinaire. Et ce soir, tu vas peut-être faire des guest appearances avec Éloi, je crois, c'est ça? Oui, exactement, mon fils de 2 ans et demi, excusez, voyons. Et ne tombe pas, s'il te plaît. Peux-tu nous partager les grandes lignes de ton histoire? Oui, certain. Tu l'as mentionné, là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Carnet de fuite qui relate un peu mon parcours de la dépendance à la sobriété. On pourrait dire aussi l'abstinence, parce que pour moi, la sobriété, mon trouble de dépendance se maîtrise avec l'abstinence de substances, en fait, puis de tout comportement excessif. En fait, c'est ça, j'ai tendance à dire que la maladie de la dépendance, je l'ai eue depuis ma naissance. Je l'avais depuis la naissance, l'espèce de
de grand vide, là, l'espèce de mal-être, une espèce de mal de vivre qui est là. On ne sait pas trop pourquoi il est là, mais il est là, des carences affectives incroyables, puis qui partent de blessures. Je ne sais pas, il y a beaucoup de facteurs là, qui contribuent à la dépendance, mais moi, je sais que j'ai ce vide-là que j'ai tenté de remplir toute ma vie, puis une quête de bonheur incessante à travers les accomplissements, vouloir être valorisé, approuvé, aimé, puis au point de me détruire. Tu sais. Je pense que tout le monde Ouais, vas-y. On essaie toujours de trouver le moment dans lequel c'est arrivé. Tu sais, c'est pas comme si on a eu un accident d'auto que du jour au lendemain, on a développé quelque chose. C'est en nous. Tu sais, on sait que c'est là, mais ça prend un temps avant de mettre des mots dessus. Exactement. Puis c'est aussi une condition, pour moi, là, la façon que je le définis, la dépendance, il y a une condition neurologique qui vient avec ça. Tu as parlé de TDAH tantôt. Récemment, j'ai appris que j'avais que je vivais aussi avec le TDAH depuis longtemps, mais tu sais, j'ai toujours essayé pas de bénéficier du TDAH, mais tu sais, ça m'a permis de faire des choses. Mais en même temps, ça m'a amené à la destruction dans les abus de substances puis à d'autres comportements destructeurs parce que je ne savais pas c'était quoi cette bébite-là que j'étais. Je me sentais comme Mia aussi super différente. J'ai pas eu de troubles alimentaires, mais beaucoup d'anxiété que j'ai gelée, que je ne savais pas c'était ça. Beaucoup d'incompréhension, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était off, puis je savais que quand je consommais, je n'étais pas capable de m'arrêter. Je l'ai su rapidement, commencé très jeune à consommer aussi, là. Puis justement, comment tu fais maintenant pour t'empêcher de vouloir consommer? On sait que c'est un combat vraiment continuel dans le cas des dépendances. Et moi, personnellement, pour être bien honnête, probablement la raison que je ne suis pas alcoolique ou que j'ai tombé dans d'autres substances, c'est un hasard de la vie plus que d'autres choses, parce que je suis assez excessif dans tout ce que je tombe dans l'excès rapidement. Ouais. Mais c'est quoi les conseils que tu aurais à partager, toi, justement, pour s'encadrer? My God, c'est une bonne question. D'être vigilant, il y a évidemment, Jean-Nicolas a parlé de parler avec nos parents, de parler avec notre entourage de ce qu'on vit. Je pense que moi, je n'ai pas eu accès à ça nécessairement. J'étais très secrète, puis j'avais un milieu familial qui n'était pas nécessairement propice à ça, en fait. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup accumulé, en fait. Puis j'ai consommé, je me suis gelée, j'ai essayé de coper, excusez-moi l'anglicisme, là, mais j'ai essayé de manager avec la vie comme je pouvais. J'avais 0 outil, tu sais. Fait que pour les jeunes, moi, je dirais de parler puis de ne pas penser que l'alcool puis la dope, c'est une solution. Tu sais, c'est très éphémère, en fait. C'est de la gratification instantanée. Ça va nous buzzer, ça va nous calmer pendant un certain temps, mais à long terme, le bobo, si tu ne le règles pas, ça peut devenir juste plus grave, tu sais. Oui, puis effectivement, je pense que justement, d'être capable de nommer et d'en parler, peu importe dans le contexte qu'on vit, c'est familial ou autre, si on ne sent pas que dans notre famille, on peut en parler, si on ne sent pas que dans notre cercle d'amis, on peut en parler, si on ne sent pas quelque part, mais trouver quelque part qu'on peut en parler dans vos réseaux. Puis sentez-vous pas mal de ne pas en parler à quelques personnes de votre réseau. Je pense que parce qu'effectivement, quand plus tu t'isoles, moins que tu as d'aide. Puis, complètement, ouais. Excuse-moi, vas-y. Non, tu as totalement raison. L'isolement, puis l'espèce de pensée. Il y a cette caractéristique-là de la dépendance, là, qu'on pense, en tout cas, je vais parler pour moi, puis peut-être des gens vont s'identifier ou se reconnaître, mais de penser qu'on est capable tout seul, qu'on va s'en sortir tout seul, qu'on va être capable de contrôler nos abus, ou que la prochaine fois, ça va être différent. Moi, je parle quand on a passé le cap du trouble, qu'on a abusé au point de ne plus être capable de revenir en arrière. Mais cette ligne-là, elle se dépasse rapidement, puis plus rapidement qu'on peut penser. C'est juste ça que je veux dire, dans le fond. Je ne sais pas si c'est clair. Non, mais je comprends tout à fait, effectivement. Puis justement, tu es maintenant constamment entouré à l'inverse de monde avec qui t'en parles. Tu fais des Facebook Live, des Instagram Live, tu es constamment en conférence. C'est quoi qui ressort le plus, selon toi, dans ces discussions-là ou ces contextes-là? C'est quoi que tu dirais que la majorité du monde que tu échanges avec sortent comme fait
C'est que je pourrais en parler pendant des heures, là, pour être honnête. C'est un sujet qui me fascine, la dépendance versus la sobriété, le rétablissement. Je pense que la sobriété est vraiment méconnue, puis on s'imagine que c'est seulement pour les alcooliques toxicomanes. Alors qu'en réalité, la sobriété, c'est un mode de vie qui est accessible à tous, puis qui amène les gens à aller à se tourner vers l'intérieur, en fait, à aller voir pourquoi j'ai envie de compulser dans le chocolat à soir, comment ça se fait que j'ai envie de... Parce que c'est bon. Ouais, tu sais, comment ça se fait que genre je travaille 90 heures semaine puis que je suis pas capable de remplir tu sais, je sais pas, il y a tellement de choses plus... La sobriété, finalement, c'est comme un espèce de, pour moi, de mode de vie où la bienveillance puis la conscience est toujours en avant-plan, tu sais. Puis pas besoin d'avoir un problème d'alcool ou de drogue pour ça. Moi, j'ai dû me rendre à arrêter de consommer. J'ai perdu la liberté de choix. Tu sais, je pouvais plus m'arrêter de consommer. J'en avais besoin pour fonctionner. Je pensais que j'étais fonctionnelle, mais finalement, ça me rendait pas fonctionnelle. J'ai dû me rendre là, mais est-ce nécessaire? Tu sais, on est obligé de se rendre là, autant pour les jeunes que pour les personnes... n'importe qui, tu sais. Mais pour les jeunes, je trouve ça tellement important de parler que ce mode de vie-là existe parce que moi, je le connaissais pas, ce mode de vie-là. Je pensais que la vie, c'était les blackouts, puis le party, puis c'était pas ça, tu sais. Puis sincèrement, avoir le luxe d'être soi-même au lieu d'être qu'est-ce que la société nous dit d'être et qu'est-ce que nos amis et nos familles nous disent d'être. Personnellement, je ne le vois pas souvent, puis le monde me demande souvent, c'est parce que tu es tombé dans l'alcool, c'est parce que tu es malade? Non, j'ai juste pas le goût de boire. Hein. Exact. Ça, c'est quelque tellement chose... pas nécessaire. On peut-tu juste... tu sais, on n'écœure pas le monde parce qu'ils boivent, on peut-tu pas se faire écœurer parce qu'on ne boit pas? Mais c'est ça. Effectivement. Mais j'aimerais maintenant parler avec Petrona un peu. Bonjour, Petrona. Bonjour, Martin. Bonjour. J'aimerais féliciter Petrona également d'être avec nous ce soir, entre autres en français, qui est sa deuxième langue qu'elle a appris en immigrant au Québec il y a quelques années. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Petrona, excuse-moi, vas-y. Non, je dis merci. Je suis contente d'être ici. Donc, tu es auteure et ambassadrice pour la santé mentale. On fait souvent des conférences ensemble, donc je t'applaudis définitivement pour ce choix et la façon que tu amènes une nouvelle perspective à la santé mentale. Tu fais partie des finalistes pour le prix Personnes engagées sur le web du Gala de Dynastie 2021, qui reconnaît l'excellence des membres issus des communautés noires, puis tu parles de santé mentale ouvertement et sincèrement, tu viens de la communauté qui parle généralement moins de santé mentale. C'est quoi que j'ai moi-même réalisé quand j'ai commencé à parler plus dans les communautés haïtiennes de Montréal, les communautés noires, dans lesquelles ils me disaient « bois du thé si ça va pas bien, parle pas de santé mentale. La santé mentale, c'est un problème d'hommes blancs et non des noirs. » Puis comment toi, tu as vécu ça? C'est quoi ton histoire là-dedans? Comment tu es amené à en parler ouvertement? Ben pour moi, parce que je viens d'une famille immigrante, on était ici au Canada, puis notre but, c'était être accompli. Alors, il fallait étudier, il fallait être le top dans tout. Puis pour moi, oui, ça fonctionnait et non, ça ne fonctionnait pas parce que j'ai toujours vécu l'anxiety. Mais la dépression, elle est venue quand j'étais à l'université. Alors, pour moi, je me cachais chaque vendredi soir. Je me mettais dans un petit trou noir, puis c'était juste moi et ma dépression, puis je l'écrivais dans mon journal, « Me and my depression, yeah! » you know? Mais je le cachais de tout le monde. Puis, éventuellement, un peu comme Eliane, j'ai commencé à boire. Je commençais à boire beaucoup parce que ça me soulageait. J'avais personne à y parler. Puis, la fois que j'ai essayé de le mentionner à la membre de ma famille, ils m'ont ridiculisé. « Ah, non, on vient de Trinidad et Tobago, non, on est fort, c'est tout dans ta tête. » Alors, pour moi, je l'ai repoussé. Puis, éventuellement, je faisais des crises d'anxiety où, une fois, j'étais à Montréal, puis j'étais comme « Oh non, je ne peux pas être à Montréal, je ne peux pas être ici. I can't be here, oh my God. » Alors, j'ai tout emballé, puis je me suis déménagée à Paris pour 3 jours. Je faisais plein de trucs comme ça.
Les gens me regardaient, puis Attends une minute. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 jours-là à Paris? Oui, j'étais chez un ami, puis là, j'étais comme, oh my God, je suis à Paris. Alors, je suis retournée à Montréal. Tout était en balai parce que j'attendais de trouver un appartement là-bas. Mais c'était des choses comme ça. J'ai fait ça aussi avec Toronto, avec Miami. Mais moi, je ne savais pas que c'était l'anxiety. C'était quelque chose dans ma tête. Puis, éventuellement, ça s'est développé à une phobie de conduire. Alors, par exemple, juste hier, je prenais la 20 Ouest en direction d'Orval. Puis tout d'un coup, une crise de panique. Alors, pour moi, c'était vraiment des choses, je ne pouvais pas dire à personne, comme j'ai mentionné, oui, boire la thé. Dans la communauté noire, il y a aussi des églises qui sont très fortes à nous diriger la vie. Alors, mon pasteur me disait, ben Petrona, peut-être tu es trop dans le péché. Alors, je regardais, peut-être que je suis dans le péché. Alors, j'ai arrêté de parler à telle personne parce que telle personne est trop dans le péché. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de faire tout. Alors, j'étais un saint. Et même en fonction de prier 1 heure par jour, juste pour ne pas avoir de crise d'attaque ou la dépression, ça continuait. Puis, voilà. C'était vraiment mon expérience. Mia, toi, c'est quoi tes péchés qui ont fait en sorte que tu as vécu ça? Je pense pas qu'elle t'entend. Oui. Mon Dieu, je sais pas quoi. Non, mais comment tu aurais réagi, toi, justement? Si ton père t'avait dit que c'était péché qui faisait en sorte que tu vivais ça, comment tu aurais réagi? C'est bon, hein? Mon Dieu, je sais pas. Elle est pas mal allumée, Mia. Je pense qu'elle n'aurait pas sûr qu'elle m'aurait cru sur je serais partie, en fait. Oui, non, mais non. Mais c'est tellement pas ancré dans notre... nous autres, dans notre communauté que tu sais, même moi, déjà, c'était plus là au niveau... on ne fréquentait pas l'église, tout ça. Donc, pas ça, mais je comprends ta question. Mais non, puis je pense que c'est de quoi qu'on a de la misère, Petrona, même à comprendre quand on n'a pas vécu ça, puis qu'on n'est pas, on vient pas justement d'une communauté qui a des valeurs complètement différentes. Puis c'est une chose maintenant que tu es à Montréal depuis de nombreuses années maintenant, mais comment justement tu décrirais à d'autres jeunes filles qui ont vécu quelque chose de semblable que tu as vécu? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil justement pour expliquer à leurs amis qui ne comprennent pas leur réalité, qu'est-ce qu'ils vivent? Martin, même aujourd'hui, mes amis ne comprennent pas. Alors, tout ce que je pourrais dire aux gens, c'est vraiment de trouver d'aide, de trouver l'aide. Écoutez pas les gens. Non, le thé vert ne va pas te guérir d'ici demain. Mia, elle disait qu'il faut respirer. Hier, avant, j'ai eu ma crise. Je savais que j'allais avoir une crise. Alors, j'ai appris des techniques à respirer parce que je suis plus sur le médicament. Il faut que je vous dise, j'étais sur le médicament pour 5 ans. Récemment, j'ai arrêté de prendre les médicaments parce qu'une side effect du médicament, c'est tu grossis. Puis, il y avait un moment donné, j'étais rendue à ne pas me reconnaître. Alors, j'ai essayé de ne pas prendre le médicament pour quelques mois. Alors, je vis des feelings live. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas écouter les gens. Il faut vraiment se fier à votre réalité. Puis, des fois, c'est dur de savoir is something wrong with me? Est-ce que j'imagine ces choses-là? Non. Si tu vis des hauts et des bas trop fréquemment, il faut chercher de l'aide. Et pour moi, le docteur de ma famille était très instrumental, mais il y a aussi mon relève qui m'a aidé beaucoup. Il y a des organismes qui vous aident, il y a le CLSC. Puis une autre chose, je dirais, même autour de moi, j'ai une amie, elle ne comprend pas qu'est-ce que je vis parce qu'elle ne le vit pas, mais trouve au moins une personne au moins que tu pourras te fier, you know? Une personne, une amie, ça peut être une membre de ta famille, mais au moins une personne. Puis justement, hier, tu as fait une crise de panique sur l'autoroute. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Je suis désolée de vous dire, mais je fais des crises à chaque fois que je conduis. Je dirais que je fais des crises à 90%
de fois que je conduis. Des fois, je peux déjà le sentir en partir de la maison. Par exemple, la 15 Nord, il y a une petite pont. C'est une petite pont juste à la sortie 7 quand tu prends la 15 Nord. Et je connais toutes les autoroutes. Je les connais par nom. Je connais quelle sortie c'est quoi, la sortie 48 c'est quoi, parce que je dois étudier les cartes avant que je parte de chez moi. Parce que je dois savoir, OK, il y a une sortie telle, la 640, ouais, je peux sortir là si j'ai une crise. Mais juste ici au Décarie, 3 jours, de Carré, je la passe à chaque jour. J'habite à Petite-Italie. Je ne pouvais pas traverser le petit overpass de 3 minutes. Alors, j'ai arrêté la véhicule. J'étais dans le milieu de rue. Ça m'arrive parfois. J'étais comme ça. J'ai mis mes blinkers. Mais il fallait que je revienne à ma réalité. Je suis OK. Tout est correct. Je fais mes sessions de respirer. Breathe in 5 minutes, breathe out 5 seconds, you know? Puis vraiment de me retrouver où est-ce que je suis safe. Il fallait que je prenne une autre autoroute. Alors, j'ai mis mon Google pour prendre tous les détours. Et puis, quand je suis arrivée chez moi, parce que je suis allée faire ma course et revenir, j'étais défaite. Je pleurais pendant 3 heures parce que je ne pouvais pas croire qu'une femme de 40 ans, elle ne peut pas juste aller 15 minutes de chez elle. Mais en sortant de ma crise, on va dire, j'ai dit, ben ça c'est moi, ça c'est qu'est-ce que je vis. J'ai pris le téléphone, j'ai parlé à un ami, puis je me suis m'en sortie. Puis c'est ma réalité, je vis avec ça. Puis vous savez, il y a tellement de gens qui vivent avec la phobie des autoroutes, qui est une forme d'anxiety. Puis il y a beaucoup d'hommes dans mon entourage aussi, ils m'en parlent. Je vous dis, oui, il faut trouver d'aide. Et puis, anyway, ça, c'est ma réalité. Sorry. Excuse-moi si je parle trop. Ben non, pas du tout. C'est très intéressant. Puis, écoutez, on va revenir à ton histoire dans quelques minutes. J'aimerais maintenant accueillir Daniel Sauvageau. Daniel, ça va bien ce soir? Oui, ça va bien, merci. Donc, Daniel, avec tout ce que tu as accompli, dont, entre autres, de leader l'équipe féminine de hockey aux Olympiques de Salt Lake City en 2002, je pense que tu es un exemple, justement, de résilience puis d'amener les outils nécessaires à traverser à travers tout ce qui peut être amené devant toi. Puis, naturellement, le monde sportif de haut calibre, comme le hockey olympique, t'amène à développer un sentiment de bien-être personnel. Mais est-ce que tu as des trucs à nous partager, justement, pour passer à travers l'adversité, les obstacles que la vie nous envoie? En fait, ce que j'ai entendu jusqu'ici, bravo à vous, parce que lorsqu'on parle d'exemples de résilience, on en a entendu justement de dire, OK, là, je suis où? Je dois reprendre ma voiture, je vais respirer, je vais repartir. C'est des techniques qui sont aussi utilisées avec, oui, nos athlètes olympiques, mais je ne suis pas ici ce soir pour vous dire que, justement, ce genre d'athlète ou de faire du sport de haut niveau, c'est synonyme de perfection. Parce que ce genre de technique de pouvoir, justement, de dire, bon, bien ça, c'est ma réalité, qu'est-ce qui est bon pour moi, comment que je vais vivre mes émotions lorsque je vais rencontrer des difficultés. Je vous écoute et j'ai pris plusieurs notes lorsque vous avez parlé de trouver des solutions. Vous avez dit, il faut que je comprenne ce qui arrive. Vous avez parlé de bienveillance, de liberté de choix. Ce sont une reconnaissance de vous-même et une connaissance de vous-même qui est extraordinaire. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on cherche à faire avec nos athlètes. D'abord, se rencontrer, de dire comment ça va sous des situations de stress. Lorsqu'à un moment donné, je vais avoir l'impression que je ne pourrai pas réussir. Même moi, comme entraîneur, je me suis posé ces questions-là à plusieurs reprises, de dire, est-ce que maintenant, je vais être toute là? Est-ce que je vais avoir cette capacité de voir ce qui se passe autour de moi, d'être consciente et ensuite d'apporter les solutions qui vont être bonnes dans un contexte dans lequel je me situe? Alors, lorsqu'on parle de petites techniques, tantôt, vous avez parlé là, de dresser une liste, de dire bien, comment je me comporte dans telle situation et comment je me suis comportée, comment j'ai trouvé des solutions
on fait souvent avec nos athlètes pour pouvoir amener une certaine perspective. Je vais revivre des moments où je me dis, est-ce que je vais être capable? Des moments où je vais me sentir seule. Des moments où je vais me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi? Est-ce que moi, je suis assez bonne pour faire partie de l'équipe? Est-ce que moi, je suis une bonne coéquipière? Alors, on me demande souvent est-ce que je crois à la pensée positive et je vous le dis, je ne crois pas à la pensée positive, mais ce que j'ai entendu tantôt vient valider justement des outils qu'on utilise. Entre autres, c'est de demeurer dans l'action. Maintenant, quoi? Là, ça ne va pas bien. Il y a des choses qui ont changé autour de moi, voulues ou que je n'ai pas prévues. C'est quoi mon plan B, mon plan C? Mon plan C, j'en ai plus. Alors, qu'est-ce qui est devant moi? Et de demeurer dans l'action, ne serait-ce que d'aller chercher de l'aide, mais en même temps d'être entendu. Une autre technique qu'on utilise, que j'utilise beaucoup avec mes athlètes, lorsque, par exemple, on s'approprie d'une défaite, c'est moi qui n'ai pas bien fait, c'est peut-être moi qui n'ai pas avancé. Et souvent, je leur dis, va jaser avec quelqu'un d'autre, avec soit un coéquipier, mets en place, tantôt j'ai entendu, de mettre une équipe autour de soi, parce que bien souvent, lorsqu'on se retrouve en sport collectif, on a l'impression que l'équipe devient un peu notre support, notre famille, le groupe sur qui on peut compter, mais en même temps, à l'occasion, et même souvent, on se doit d'aller cogner à la porte, oui, des gens peut-être plus professionnels pour dire, OK, là, c'est beau, les gens m'écoutent, les gens me soutiennent. Mais aussi, ce que j'allais dire tantôt, c'est s'il arrive une situation dans laquelle on est peut-être brouillé, hein, quand ça devient brouillon, on tourne en rond et on se répète un petit peu les mêmes choses, puis dans le fond, on s'enfonce de plus en plus, mais d'aller parler à une autre personne et de parler à la troisième personne, en disant voici ce qui arrive, pour être capable de peut-être avoir un peu de perspective et que l'autre personne dise bien, finalement, ce qui est arrivé, c'est normal, ça fait partie du jeu, ça fait partie d'une situation, on gagne, on perd en équipe. Alors, d'aller chercher justement cette fameuse perspective que vous avez parlé tantôt, d'en parler, d'aller chercher justement des experts. Et même en 2002, c'est la première victoire du programme canadien en hockey féminin. C'est la première fois que l'équipe remportait la médaille d'or après l'avoir perdue en 98. Après avoir entendu des journalistes sportifs ou peu importe de dire qu'on n'était pas bonne, qu'on n'avait pas assez d'argent, qu'on n'avait pas performé, qu'on n'avait pas été capable de livrer sous pression. Et malgré cette médaille d'or, on avait perdu 8 matchs d'affilée contre les États-Unis. On se demandait, est-ce qu'on va trouver une solution? Est-ce que moi, je suis la bonne personne, la bonne entraîneur? Alors, de se poser ces questions-là nous permet de faire un peu un recul et de pouvoir trouver un peu comme un mur de son. On jase, ça nous revient. On a quand même une discussion à l'intérieur de ça. Et on a gagné cette première médaille de l'histoire. Ce que j'avais dit à mon équipe, après, dans les quelques secondes, je leur avais dit, on va encore rencontrer de la difficulté dans nos vies personnelles, en équipe, en termes de programme, mais revenez sur la responsabilité. Moi, j'ai une responsabilité à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que je dois faire pour moi? De la détermination de trouver des solutions, de continuer à conduire, même si on sait que dans 80% des moments, je vais probablement faire une crise d'anxiété. C'est extraordinaire de dire, je vais trouver une solution. Peut-être que ça va diminuer 89%, peut-être 88%. Je vais trouver des outils qui vont me permettre de mieux vivre en société, d'aller chercher justement des gens qui vont mieux me comprendre. Alors, d'être déterminé à rester et de dire, ça, c'est ma réalité. Et le courage d'abord, non le courage comme on l'entend, mais en même temps le courage d'affronter qui on est par rapport à l'autre et surtout avec l'autre. Et mine de rien, c'est un peu la définition que je fais du leadership, c'est qu'on doit faire les choses pour nous, on doit le faire aussi pour l'autre, donc avec l'autre et surtout pour l'autre. Alors, je pense que c'est un cercle qui fait en sorte qu'on cherche et on trouve justement des solutions pour nous, pour les autres, et ensemble.
Je dirais même, ce que vous avez permis de faire avec cette victoire-là en 2002, c'est d'inspirer des jeunes filles qui considéraient que le hockey, c'est un sport de gars, puis qui n'avaient pas le guts de s'appliquer en voulant le faire, puis aussi dire à bien des gars qui étaient trop stupides pour voir la place des femmes dans le hockey, de dire peut-être qu'il y a une place, mais si tu regardes aujourd'hui, tu as déjà fait beaucoup d'inspiration à ce moment-là, mais si tu regardes les jeunes spécifiquement, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes en ce moment qui peuvent faire pour s'outiller, pour aller mieux eux-mêmes? En fait, c'est de rester comme une chose que j'ai dit tantôt, c'est de demeurer dans l'action. Je pense que si je pouvais regarder tout le monde ici qui assiste à cette magnifique session là, avec les témoignages que j'ai entendus jusqu'à date, c'est justement un signal d'espoir. C'est un appel aussi. C'est une main qui se tend vers chacun d'entre nous. Et si je pouvais vous regarder dans les yeux, je vous demanderais s'il y avait quelqu'un qui venait vers vous, qui vous demandait de l'aide, qu'est-ce que vous diriez? Et je suis convaincue que vous seriez là pour ces personnes-là. Alors, à l'inverse, ça veut dire que lorsque nous, on a besoin d'aide, on se doit d'aller vers les gens parce qu'il y a toujours une main. Et c'est un peu tantôt l'absence ou la liberté de choix, mais ce choix-là, j'ai presque le goût de vous dire, je vous l'enlève ce soir parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui est là pour nous écouter. Et we have to reach out. On doit tendre la main parce que s'il y a des gens qui venaient vers nous, on serait là pour eux. Alors, offrons à l'autre ce qu'on offre. Offrons-nous à nous ce qu'on offre à l'autre. Alors, tantôt, c'est nous qui en aurons besoin et tantôt, c'est quelqu'un d'autre qui va avoir besoin de nous. Et de prendre soin de nous, que ce soit bien manger, de demeurer dans l'action. Être actif, là, ça ne veut pas dire aller au gym 4 heures par jour. Ça veut dire d'être actif. Ça veut dire d'être sur ses pieds, de danser, de faire, à la limite, des parties un petit peu avec nous, avec une chanson, puis on se met de marcher, de faire le ménage, peu importe, mais de rester actif. Et évidemment, tout ça fait en sorte qu'on se sent mieux. Puis quand on se sent mieux, on se sent mieux avec nous, puis on se sent mieux aussi avec l'autre. Effectivement. Et puis, ça me fait j'ai vu une question passer tantôt de l'audience que j'aimerais poser à Jean-Nicolas qui est en lien avec ce que tu dis là. On a quelqu'un qui dit « Ma fille souffre d'anxiété. J'ai l'impression souvent qu'elle ne veut pas s'aider. Elle ne suit pas de conseils de personne, docteur, psychologue, etc. » Comment faire pour la convaincre de s'aider? Et Daniel t'en parlait, mais Jean-Nicolas, comme parent, toi, qu'est-ce que tu dirais à ça? C'est sûr que c'est difficile quand les jeunes refusent l'aide. Il n'y a pas d'autre réponse que de continuer à être là, puis de ne pas abandonner, puis de chercher d'autres solutions. Je veux dire, moi, mon quotidien, puis le quotidien de ma conjointe, puis de notre famille, je pense que quand on se lève le matin, c'est de trouver des solutions pour un paquet d'affaires. Fait que c'est de continuer à chercher, mais c'est de surtout pas abandonner, parce qu'à un moment donné, il y a une petite lumière quelque part qui va allumer. Pour l'instant, peut-être que cet enfant-là refuse de l'aide, mais pour X raisons, à un moment donné, si on continue à chercher, puis à être à l'écoute, puis à proposer, à un moment donné, il y a une avenue qui va s'ouvrir, puis il y a une lumière qui va s'allumer, puis ça va finir par fonctionner. Je n'ai pas la réponse parfaite, la réponse magique, mais c'est surtout de ne pas abandonner. Je pense que moi, mon quotidien, c'est ça. Des fois, je me lève le matin, je dis, on dirait que c'est ça qui me vient en tête, c'est tu ne peux pas abandonner tout ce qu'il y a autour de toi en ce moment. Vivre en communauté, c'est ça. C'est notre famille immédiate. Mais comme le disait Daniel aussi, c'est les autres aussi. C'est beau ce que Daniel disait parce que c'est ça, vivre en communauté. C'est de se permettre de tendre la main à quelqu'un, mais c'est de se permettre de demander de l'aide aussi. Ce n'est que ça, vivre en communauté. Fait que c'est ça. Moi, quand je me lève le matin, je ne peux pas abandonner ces gens-là autour. Je dois continuer d'avancer, d'être dans l'action, puis de trouver des solutions, puis de chercher. Notre vie, on est tous des chercheurs finalement. On est là pour chercher des solutions. Fait qu'ils ne l'ont pas trouvé tout de suite, ils ne l'ont pas trouvé encore. Puis je souhaite surtout que ces gens-là, que ces parents-là n'abandonnent pas parce qu'à un moment donné, il va se produire quelque chose, c'est certain. Justement, c'est d'aller à la rencontre de l'autre aussi. Bien souvent, comme adulte, on a peut-être des solutions qui sont toutes faites, qui sont peut-être plus rationnelles, mais encore une fois, d'être prêt de continuer à trouver des solutions et la personne va être prête à un moment donné, peut-être
une fraction de seconde et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle va dire, OK, là, c'est le bon moment. Alors d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller prendre où les gens sont et ensuite de les amener. Parce que souvent, on a le réflexe de dire, bien, on va le prendre sur nous, on va trouver la solution pour vous. Mais c'est un peu ça, hein? On ne peut pas marcher devant quelqu'un parce qu'on va y faire de l'ombre. Puis si on marche derrière eux, bien, on va être un petit peu en soutien. Mais de marcher à côté, à un moment donné, il faut s'ajuster au pas. Il faut ralentir, il faut accélérer. Il faut à la limite peut-être arrêter à un moment donné. Mais de rester en solution et jamais abandonner, il faut continuer, il faut être dans l'action. Et Juste en terminant, là, pour vous donner un exemple, Mia, il y a des fois, elle a souvent refusé l'aide. On n'a juste pas lâché, on a juste continué à l'écouter. Donc, comme dit Daniel, on marche avec Mia, on n'a pas tenté de devancer des choses, on a été à son écoute. Souvent, elle disait non. On a trouvé quelqu'un, on peut-tu rencontrer de l'ergothérapie, si ça, non, ça ne me tente pas, ça ne m'intéresse pas. On continue à proposer, on continue à chercher, puis à un moment donné, c'est là qu'il y a quelque chose des fois qui se produit. Si ça peut rassurer ces parents-là de continuer à être à l'écoute, peut-être là. Effectivement, puis je peux vous dire que l'aide ne s'impose pas. Il faut que la personne elle-même veuille avoir de l'aide. Et si on essaie d'imposer cette aide-là, c'est généralement là qu'on vit un stress incroyable. Puis en ce moment, je pense qu'on vit une situation qui est unique entièrement, dans laquelle justement on manque d'idées, on manque de trucs pour aller mieux. Eliane, aurais-tu un truc à suggérer à travers la COVID, justement, sur comment on peut s'aider ou comment toi, tu t'es aidé justement à travers la COVID? Ben, c'est un peu gênant parce que moi, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup la solitude, en fait. Là. Je me sens bien, en fait, dans cette crise sans précédent. Là, c'est terrible de dire ça, je suis désolée. Mais, il n'y a aucune raison que ce soit terrible. Je sais qu'il y a des gens qui en souffrent énormément, puis c'est pour ça, moi, j'essaie de contribuer en restant créative. En fait, c'est ça ma nouvelle drogue de choix, c'est la créativité, c'est accomplir mes rêves, c'est faire des bébés. Là. En ce moment, je fais un bébé dans mon ventre, c'est sûr que ça me garde groundée. Bravo! J'ai pas de truc, mais pour vrai, la créativité... l'écriture automatique, juste d'écrire, de sortir sur papier le méchant. C'est sûr que, moi, je dirais vraiment, c'est ça qui me garde saine. Là. C'est aussi la communauté. J'ai des groupes d'entraide. Je fais des groupes d'entraide aussi, là, des fraternités. Le programme des 12 étapes m'aide beaucoup. Je suis vraiment dans le rétablissement, même si je déteste le mot rétablissement parce que ça implique qu'on est malade. C'est quand même ça. J'ai une condition qu'il faut que je soigne à tous les jours. Puis c'est un trouble de santé mentale. C'est une maladie, c'est la dépendance. Donc, j'essaie de rester active. Puis dans l'action, Daniel dit plein de belles choses qui me parlent beaucoup. C'est pas obligé d'être des grandes affaires. On n'est pas obligé de publier un livre par année. Là. Je veux dire, mais bon, moi, j'avoue que je suis bien intense puis ça se concrétise de même. Là, mais pour les autres, juste d'écrire un journal de bord. Je pense que déjà, la première chose que tu as dit d'entrée de jeu, pour moi, est probablement un des conseils les plus importants qu'on n'ose pas dire, c'est oser vivre la COVID de la façon qu'on veut la vivre. Et si on est bien seul, on est bien seul. Si on s'ennuie de voir du monde, on s'ennuie de voir du monde. Qu'on arrête de se comparer, qu'on arrête de se mettre du stress, de ne pas être capable de dire qu'est-ce qu'on aime, nous, de ça, parce qu'on a peur que d'autres mondes qui n'aiment pas ça nous soient attaqués de ça. Soyons nous-mêmes et vivons-le nous-mêmes. Tellement. Oui, mais je compatis avec les justement, je côtoie beaucoup de personnes qui ont des troubles de dépendance dans les fraternités, justement, puis je vois énormément de souffrance, puis je tends beaucoup la main à des personnes qui ont des troubles de dépendance. Fait qu'on dirait que ça me sort de mon marasme à moi aussi, d'être là pour quelqu'un d'autre, ça reste, je pense que le don de soi, c'est la clé, la clé du bonheur, en fait. Mais tellement, puis
Je pense qu'on a une question du public qui vient d'arriver disant est-ce que vous appréhendez le déconfinement, le retour à une vie plus normale après la pandémie, ou est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui sont préoccupés? Et si oui, quelle heure dites-vous? Mais Petrona, qu'est-ce que tu en penses, toi, du déconfinement? Est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui t'inquiète ou qui inquiète ton entourage? Oui, je suis anxieuse. Même, il y a des sorties, des marches que j'annule parce que je ne suis pas prête à retrouver. Parce que ma vie avant, j'étais toujours dans les événements. Je faisais beaucoup de contributions à non seulement ma communauté, mais les communautés. Alors, je prends ça tranquillement. Mais je suis honnête. Si quelqu'un me demande, ben, est-ce que tu veux aller prendre une marche? Est-ce que tu veux faire ça? Je dis non, je ne suis pas prête. Je suis désolée. Puis ça, justement, de revenir à la notion de pouvoir être qui on est sans toujours être qui on n'est pas. Puis une autre question est justement, est-ce que vous avez l'appui de votre entourage? Je serais curieux, Jean-Nicolas ou Eliane ou Petrona, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous considérez votre entourage est là pour vous? Et si ou non, pourquoi? La question, c'est si notre entourage est là pour nous ou pas? Oui. Est-ce que vous avez l'appui de votre entourage? Par rapport à ce qu'on vit ou par rapport à la situation du confinement en ce moment? Je pense par rapport à qu'est-ce qu'on vit. Qu'est-ce qu'on vit? Oui, bien moi, c'est sûr que j'ai une tribu. Hein, j'ai une petite tribu autour de moi. J'ai des amis, puis j'ai beaucoup aussi de... moi, je ne suis pas quelqu'un qui se confie facilement. Je ne vais pas vers beaucoup de gens non plus. J'ai la mauvaise habitude de garder les choses longtemps avant d'en parler. J'ai appris à être capable de tendre la main, de demander de l'aide plus rapidement. Mais j'ai au moins la confiance d'avoir et la chance d'avoir des gens solides et beaucoup de gens autour de moi. Donc, ça, c'est très rassurant quand j'avance, quand je sais qu'à tout moment, si je lève un petit drapeau rouge, je sais que sans toujours vouloir m'appuyer sur les autres, mais je sais que si je lève un petit drapeau rouge, il y a des gens qui sont là pour écouter. Fait que ça, moi, j'ai cette chance-là d'avoir des gens qui sont là autour de moi. Et comment tu as expliqué ça à Mia, justement, ton réseau ou son réseau qu'elle a créé à travers, en grandissant? C'est comment tu l'as introduite à la notion que vous êtes plus que vous et bien une tribu de gens qui sont là pour elle? Bien, je pense que ça a commencé jeune avec Mia parce que quand on a vu qu'elle avait des anxiétés incroyables, l'anxiété généralisée, mais tout petite, bon, puis Mia est autiste de haut niveau. Donc là, quand vous la voyez, il n'y a personne qui s'en rend compte, mais elle a de la difficulté à fonctionner en société. Puis pour une fille, c'est difficile à déceler ça. Donc longtemps, on a soupçonné des choses. Ça s'est concrétisé plus à l'adolescence au niveau de ce diagnostic-là. Mais il reste que Mia, elle a compris jeune en nous voyant nous demander de l'aide, qu'on avait besoin d'une équipe autour de nous, qu'on avait besoin de l'aide des autres. Tu sais, ne serait-ce qu'aujourd'hui, Mia, des fois, quand elle voit, exemple, une de ses tantes qui est très proche, ou une amie qui est une femme d'une trentaine d'années, qui est quand même une amie à nous, mais qui est très proche de Mia aussi, de voir que nous, on accepte très bien qu'elle puisse, elle, se confier à quelqu'un d'autre, ça confirme pour elle qu'on croit à ça, nous, la force de la communauté puis la force des gens autour. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut écouter tout le monde, comme le disait si bien Petrona, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mauvaises influences dans notre vie. Mais on lui a inculqué jeune l'importance d'aller chercher de l'aide parce qu'on n'a pas fait, nous, on sait la réponse, on est les parents, on va te dire quoi faire. Non, pas du tout. Elle nous a vus, nous, vulnérables, pas trop comprendre ce qu'elle vivait, puis ensemble avec elle, aller chercher de l'aide. Donc, je pense qu'elle a compris jeune l'importance de la communauté, l'importance d'une certaine équipe, de quelque chose de solide autour de nous qui fait qu'on est capable d'avancer. Tu sais, comme Eliane, moi aussi, je suis quelqu'un d'assez sauvage, puis le confinement n'a pas changé grand-chose à ma vie, à part mes petites bouffes au restaurant puis aller au cinéma avec ma blonde. Je ne vois plus dans les bars, je suis bien chez nous, je m'ennuie de quelques amis, j'ai des chums qui venaient à la maison, bon. Mais puis je pense qu'en même temps, je me suis rendu compte pendant la pandémie de l'importance quand même de la communauté. Moi, ça m'a fait prendre conscience beaucoup de ça.
le vivre ensemble. Je me suis rendu compte que j'étais sauvage, mais pas tant que ça. J'ai besoin des autres aussi. Fait que ça m'a fait beaucoup prendre conscience de ça, moi, le confinement. Puis voilà. Mais justement, en quelques mots, je serais curieux, Eliane, de ton côté, c'est quoi que tu as découvert sur toi-même à travers la pandémie? Je suis une projet-holique, là. Je veux dire, un projet n'attend pas l'autre. Là. Je suis en train de développer des projets d'entrepreneuriat assez, qui me passionnent à un point que j'ai vraiment besoin de projets puis d'actions. Je le savais, mais là, je me rends compte à quel point je suis capable d'accomplir des choses, en fait. T'sais. Puis avant, les choses ne se terminaient pas dans le temps justement de la consommation. Puis j'aurais voulu ajouter quelque chose pour dire que tout n'est pas sunshine and rainbows là, dans la vie. Là. Je veux dire, il a fallu que je crash en automobile en allant réaliser mon plus grand rêve de devenir une grande actrice pour réaliser que ma vie avait une valeur. T'sais. Dans le sens où ça m'a quand même pris 15 ans avant de baisser avant de tomber à genoux, en fait, puis de faire comme j'ai besoin d'aide. La façon que je me suis exprimée, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que c'est... Mais j'ai pogné des bas. Oh, désolé, on a perdu Eliane, mais c'est tellement vrai qu'on vit des hauts et des bas à travers ça. Oui. Je suis partie comme soudainement. Oui, c'est drôle. Et là, Là, je suis là. Mais c'est ça, je disais juste que c'est... T'es là, Eliane, t'es revenue, t'es là. Le loi est arrivé, puis tout a fucké. Juste freezé. mais c'est ça, je voulais juste le mentionner parce que ça a l'air bien beau de même, là, mais la dépendance, c'est une maladie vraiment insidieuse, puis il a fallu que je me rende à être sur un point de non-retour avant de me relever, puis je veux juste dire que c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire, puis là, aujourd'hui, voilà. Mais effectivement, puis malheureusement, on n'a plus de temps pour continuer ce soir, mais je pense que c'est une discussion qu'on pourrait tous et toutes continuer longuement. Puis je pense que, je vous remercie toutes et tous pour ce soir. Et Jean-Nicolas, tu remercieras Mia pour nous également. La réalité, c'est que s'ouvrir aussi ouvertement en santé mentale, c'est pas facile. Et de parler de nous et parler ouvertement de qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on pense, c'est pas facile, mais il y a tellement une force incroyable là-dedans. Puis qu'est-ce que j'ai entendu ce soir, c'est du courage, de l'espoir, de la résilience. C'est vraiment d'amener un soutien aux proches, d'être capable d'être vulnérable, ouvert, puis de ne pas avoir peur d'être soi-même. Puis la réalité, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on vit, peu importe d'où qu'on vient, peu importe notre réalité, on a des points en commun, on a des façons d'être mieux en communauté qu'on peut l'être en ce moment. Puis s'il y a quelque chose qu'on peut retirer ce soir, c'est qu'on n'est pas seul et vous n'êtes pas seul non plus à la maison. Sachez qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, qui vont vous aider. Et quand on est prêt à prendre l'étape tellement courageuse de parler de nos pensées, de nos émotions à quelqu'un de confiance, un ami, un proche, la famille, un professeur, un médecin, qui que ce soit qu'on identifie, qui nous comprend. Il y a tellement quelque chose de fort, d'extraordinaire qui en sort, qui nous permet d'aller mieux. Et n'hésitez jamais d'être honnête sur qu'est-ce que vous vivez. Vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul. Et la réalité de la santé mentale, il y a plus de monde qui comprennent ça veut dire quoi vivre avec des enjeux de santé mentale que de gens qui ne le comprennent pas. C'est malheureusement une mauvaise nouvelle qui a été propagée pour nous faire croire que ce n'est pas le cas, mais la réalité, c'est qu'il y a tellement plus de monde que vous le réalisez qui le vivent. Et si vous n'allez pas bien, parlez-en. Si vous avez des idées noires, parlez-en. Ça m'arrive moi-même d'avoir eu des idées noires dans ma vie. Puis la réalité, c'est qu'en parlant, c'est jamais devenu un problème parce qu'on ne reste pas seul. Et si vous avez besoin d'aide, en bas de l'écran, il y a un lien qui va apparaître qui vous donne justement toutes les ressources disponibles au Québec. Vraiment, merci tellement à Eliane, Jean-Nicolas, Mia, Petrona, Daniel d'avoir été avec nous ce soir. C'est vraiment extraordinaire. Et j'aimerais vraiment vous remercier aussi, tout le monde à la maison, pour nous écouter. Vous recevrez un courriel de la part de Sun Life et Lumino Santé pour recueillir vos commentaires. Et on vous invite de, s'il vous plaît, compléter le sondage et vous abonner à l'infolette pour que vous soyez automatiquement inscrit à un concours pour gagner une soirée de match virtuel avec les Raptors. Sur ce,
Je vous souhaite une très belle soirée. C'est réellement un plaisir d'avoir été avec vous et bonsoir. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bon courage à tous. Merci, bye.